Bonjour! Cette vidéo est destinée aux élèves qui ont poursuivi les sciences économiques et sociales en terminale et qui devront donc passer l'épreuve écrite de SES en mars. Dans cette vidéo, je tiens à vous donner quelques conseils pour passer cette épreuve et je vais notamment me concentrer sur la première partie de l'épreuve composée. Quand vous passerez votre épreuve écrite de sciences économiques et sociales en mars de votre année de terminale, vous aurez le choix entre deux sujets. Un sujet de dissertation ou un sujet d'épreuve composée. Peu importe le sujet que vous choisissez, vous aurez au total 4 heures, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser entièrement, pour répondre à la question ou aux questions posées. Le sujet de dissertation consiste en une question et un ensemble de documents et ne concerne qu'un seul chapitre. J'aurai l'occasion de revenir sur la méthodologie de la dissertation, mais je peux déjà vous dire que les sujets de dissertation ne concernent jamais qu'un seul chapitre et ne vous invitent pas à croiser plusieurs chapitres. Vous pouvez éventuellement faire une ouverture sur un autre chapitre à la fin de votre conclusion, mais il convient de rester concentré sur un seul chapitre sur lequel porte le sujet. À l'inverse, le sujet d'épreuve composée est composé de 4 questions qui, ensemble, portent sur 3 chapitres différents, qui, autant que possible, portent sur des domaines différents et représentent un certain équilibre entre économie et sociologie. La première question que vous devez donc vous poser, c'est quel sujet prendre? Alors, c'est pas une question que vous êtes obligé de trancher tout de suite. Moi, je vous conseille de prendre le temps quand même de bien regarder les deux sujets avant de faire votre choix. Mais évidemment, ne tardez pas trop, car si vous commencez à travailler sur, par exemple, le sujet de dissertation et au bout de 2 heures, vous dites non, finalement, j'y arrive pas, je vais partir plutôt sur l'épreuve composée, vous n'aurez plus que 2 heures pour faire l'épreuve composée, qui est un sujet qui peut prendre au total 4 heures. Donc évidemment, il faut faire attention à bien gérer votre temps. La dissertation est souvent un sujet qui fait peur. On se dit, oula, c'est une dissertation, c'est compliqué. L'avantage, c'est quand même, c'est que si vous connaissez très bien le chapitre sur lequel le sujet de dissertation est posé, vous pouvez facilement avoir une bonne note. À l'inverse, dans le cas de l'épreuve composée, il faut bien maîtriser 3 chapitres. Et si vous avez certes des questions qui sont plus simples qu'une simple dissertation, on peut facilement perdre des points ici et là, et cela peut baisser assez rapidement votre note. Donc c'est à vous de choisir, et globalement, je ne vous conseillerais pas par principe de prendre soit la dissertation, soit l'épreuve composée. Il n'y a pas de bonus parce que vous avez pris la dissertation, mais voilà, regardez bien les deux sujets, regardez bien quels sont les chapitres qui sont mobilisés et quels sont les chapitres que vous connaissez le mieux. Il est néanmoins nécessaire de faire un clair choix entre dissertation et épreuve composée. Vous ne pouvez pas essayer de mélanger les deux sujets en vous disant je vais faire une partie de l'épreuve composée et gagner des points comme ça, et faire une dissertation ou une partie de la dissertation et gagner des points, et les deux vont s'additionner et ça va faire ma note. Non. Les deux sujets sont conçus pour être des épreuves et sont conçus donc pour être évalués de façon indépendante. Si vous essayez de mélanger épreuve composée et dissertation, typiquement en faisant la première moitié de l'épreuve composée, en ne faisant pas le raisonnement sur dossier documentaire et en remplaçant ce raisonnement sur dossier documentaire, qui peut être parfois décrit comme une mini-dissertation, par le sujet de dissertation, en réalité, la personne qui va vous corriger va corriger votre travail, mais va mettre d'un côté une note sur la partie de l'épreuve composée que vous avez faite et une note sur la dissertation que vous avez faite, et va garder la meilleure des deux notes. Le problème, c'est que pour l'épreuve composée, vous n'avez fait que la moitié, et donc vous pouvez avoir au maximum 10, et en réalité, vous avez rarement des réponses parfaites, vous aurez sûrement moins de 10. Vous avez un gros handicap en tout cas parce que vous perdez d'emblée, vous n'avez fait que la moitié du sujet, 10 points. Du côté de la dissertation, on ne retrouve pas un handicap aussi mécanique, mais clairement, tout le temps que vous avez passé à traiter une partie de l'épreuve composée, c'est du temps perdu sur la dissertation. Il est très probable, par conséquent, que votre travail sur la dissertation ne soit pas de très bonne qualité et vaille à peine plus que la moyenne, voire très probablement moins. Donc voilà, choisissez bien le sujet
qui vous semble face auquel vous êtes le plus à l'aise, mais faites un choix clair, n'essayez pas de mélanger les deux. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'épreuve composée et plus particulièrement sur la première partie de l'épreuve composée, les questions de mobilisation des connaissances et d'étude de documents. Je traiterai dans une autre vidéo la méthodologie de la dissertation et les adaptations à prévoir pour la deuxième partie de l'épreuve composée, le raisonnement sur dossier documentaire. Le sujet d'épreuve composée commence tout d'abord par une question de mobilisation des connaissances notée sur 4 points. Cette question est en gros une question de cours et il ne faut donc pas oublier de définir les notions importantes, celles qui apparaissent dans la question, mais aussi d'autres notions qui sont au cœur du sujet, même si elles ne sont pas directement mentionnées. Il n'y a pas forcément besoin de définir toutes les notions, mais vous verrez bien si c'est une notion que vous mentionnez en passant qui n'est pas très importante dans votre raisonnement, ou si c'est au contraire au cœur de la question qui vous est posée. Faites attention cependant à ne pas vous contenter d'aligner des définitions. Là, on attend clairement une réponse quand même assez complexe, argumentée, à un gros paragraphe. Et il faudra donc mobiliser des éléments de cours qui ne sont pas des définitions. Pour organiser votre réponse à cette question, je vous conseille d'appliquer la méthode AEI, qui est une méthode qui est souvent présentée en sciences économiques et sociales, c'est-à-dire pour organiser votre paragraphe, vous allez commencer par affirmer l'idée générale. Cela va simplement passer, dans le cas de cette question de mobilisation des connaissances, par une reformulation de la question. Si par exemple on vous demande de montrer que l'augmentation du travail peut jouer un rôle dans la croissance économique, votre première phrase, ce sera tout simplement « l'augmentation du travail peut jouer un rôle dans la croissance économique ». Si on vous demande de montrer que les inégalités peuvent être cumulatives, vous allez commencer votre paragraphe tout simplement en disant « les inégalités peuvent être cumulatives ». Ensuite, donc ça c'est pour la partie A, affirmer l'idée générale de votre paragraphe. Ensuite, vous allez apporter des éléments d'explication. C'est la partie E de la méthode AEI. Vous allez, dans ces éléments d'explication, définir les notions que vous venez d'évoquer en reformulant la question et vous allez développer votre cours en définissant peut-être d'autres notions. Enfin, vous pouvez terminer par des exemples. Ça, c'est la partie I, illustration de cette méthode AEI. Donc, affirmation, explication, illustration. Les exemples sont généralement des exemples de cours ou éventuellement des exemples personnels. Dans le cadre de la question de mobilisation des connaissances, il n'est pas forcément obligatoire de mobiliser des exemples. Sauf si, évidemment, vous avez une question qui vous dit « à l'aide d'un exemple, montrez ceci ». En quel cas, il est nécessaire d'avoir un exemple et vous perdrez des points si vous n'avez pas d'exemple. Donc vous pouvez très bien avoir les 4 points, même si vous n'avez pas d'exemple dans votre réponse. Cependant, les exemples sont souvent utiles car ils permettent généralement de montrer que vous avez bien compris la réponse que vous venez de faire, les notions que vous venez de présenter et peuvent parfois permettre à la personne qui vous corrige de mieux comprendre ce que vous voulez dire car vos explications, pour être honnête, ne sont pas toujours très claires. Donc parfois, on a l'impression en lisant simplement vos explications, le cours que vous essayez de restituer, que vous n'avez pas compris le cours et vous citez ensuite un exemple qui montre qu'au contraire, vous avez bien compris le cours et que c'était simplement votre expression auparavant qui était maladroite. Donc, les exemples ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être très utiles. Après cette question de mobilisation des connaissances, vous trouverez une partie étude de documents. Cette partie est composée elle-même de 2 questions, en commençant par une question sur 2 points qui se concentre exclusivement sur le document, et qui commencera d'ailleurs par « à l'aide du document ». Comme je viens de le dire, et comme l'intitulé de cette question l'indique, cette question porte uniquement sur le document qui vous est présenté. Il n'est donc pas nécessaire de mobiliser le cours pour répondre à cette question. Vous pouvez éventuellement définir quelques notions telles qui apparaissent dans le document. Peut-être que cela peut apporter un regard plus favorable de la part de la personne qui vous corrige, mais il n'y a rien de garanti, et peut-être que cela vous fera perdre uniquement du temps. En tout cas, clairement, il vous seriez hors sujet si vous ameniez de longs développements du cours.
Ce qu'on attend en réalité avant tout dans cette question, c'est que vous présentez des données issues du document. Si par conséquent vous répondez à la question en faisant référence au document mais sans citer aucune donnée, il est bien possible que vous n'ayez aucun point, puisque le but de cette question est avant tout de voir que vous êtes capable de présenter correctement des données. En dehors donc de présenter des données, il faut aussi le faire correctement en reformulant autant que possible les données qui sont présentées pour montrer que vous avez compris leur signification. Il faut éviter ce qu'on appelle souvent en tant que prof de SES une lecture robot, c'est-à-dire vous voyez un tableau, il y a marqué taux de croissance et vous voyez 2%, vous dites le taux de croissance est de 2%. Car ce genre de lecture des données, finalement n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut lire un tableau et voir que, ah bah tiens, taux de croissance pour cette année c'est 2%. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous montriez que vous avez suivi des cours de SES, que vous avez retenu quelque chose de la part de ces cours de SES, et que notamment, quand vous voyez certaines données comme le taux de croissance, le taux de mobilité sociale, etc., le taux de chômage et compagnie, vous comprenez bien leur signification et vous êtes capable de montrer que vous comprenez cette signification en reformulant les données. Je vous invite aussi, si c'est pertinent, notamment si vous avez la même variable à plusieurs dates ou pour plusieurs pays, à réaliser des calculs de comparaison afin de montrer une évolution, des écarts, des inégalités. Je vous rappelle que lors des épreuves écrites du bac, vous n'avez pas accès à votre calculatrice. Par conséquent, les seuls calculs qu'on peut attendre de vous, ce sont des calculs simples que vous pouvez réaliser de tête. Ce qu'on va attendre de vous, en réalité, c'est de voir que vous avez quand même ce réflexe de faire des calculs pour mesurer l'écart et pas simplement dire telle chose est plus grande, mais vraiment dire à quel point est-ce qu'elle est plus grande et peut-être que d'ailleurs l'écart augmente ou diminue. Et aussi, lorsque vous réalisez ces calculs, de voir que vous présentiez correctement le résultat de votre calcul. Notamment, je vous le rappelle, si vous faites une soustraction entre deux pourcentages, le résultat n'est pas en pourcentage. Il y aurait quelque chose de logique à se dire je fais 8% moins 6% et donc le résultat c'est 2%, mais en réalité, le résultat est en points de pourcentage, donc 2 points ou 2 points de pourcentage. Alors attention, il n'est pas toujours pertinent de réaliser des calculs, réfléchissez quand même un minimum avant de le faire, et ne le faites pas juste parce que vous dites « Ah bah tiens, la méthodologie dit que je dois réaliser des calculs de comparaison, donc même si ce calcul n'a aucun sens, je vais en mettre un, comme ça c'est bon, je suis couvert de ce côté-là. » Réfléchissez quand même au sens de ce que vous faites, est-ce que c'est significatif, est-ce que ça a du sens de réaliser un calcul ici ou pas. Vous pouvez organiser votre réponse en un seul paragraphe. Mais vous pouvez aussi faire plusieurs paragraphes, notamment pour mettre en avant différentes idées du document. Si la question vous le permet, évidemment. Car sur cette question qui ne porte que sur 2 points, vous pouvez avoir des questions qui sont assez précises, qui par conséquent demandent une réponse assez simple, simplement appuyée sur les données du document. Vous avez des questions qui sont plus larges, qui vous invitent finalement à étudier le document dans son ensemble, et là vous pouvez voir différentes idées. Et notamment, vous pouvez faire du coup un paragraphe pour présenter l'idée générale du document, par exemple l'évolution du PIB de façon générale, et ensuite se concentrer sur des idées plus particulières, sur les inégalités et les écarts. Si par exemple vous voyez plusieurs courbes représentant le taux de croissance dans différents pays, vous pouvez dire de façon générale le PIB ou le taux de croissance a évolué de telle façon, et on remarque cependant des inégalités avec le taux de croissance de tel pays qui est plus élevé que le taux de croissance de tel autre pays. Dans un second temps, dans un deuxième paragraphe, par exemple. Ça, c'est une simple suggestion. Si vous ne voyez pas quelles seraient les différentes idées du document à présenter, ce n'est pas grave. Généralement, un seul paragraphe fera très bien l'affaire. Tout à l'heure, j'ai dit que la partie étude de document de l'épreuve composée se composait de 2 questions. Une question qui porte uniquement sur le document et qui donc commence par aller du document, et une question qui vous invite à mêler le document et vos connaissances de cours, qui va commencer par aller du document et de vos connaissances. Cette question, comme la question de mobilisation des connaissances, est sur 4 points. Cette question est l'occasion parfaite d'appliquer la méthode AEI.
plus que la question de mobilisation des connaissances pour laquelle il n'est pas toujours facile de trouver un exemple, ou que la question qui porte uniquement sur le document, pour lequel il n'est donc pas nécessaire de mobiliser le cours et des explications. En effet, pour organiser votre réponse à cette question, vous allez commencer par affirmer les idées générales et, comme je l'ai dit pour la question de mobilisation des connaissances, reformuler la question qui vous est posée est en effet généralement une bonne idée de présenter l'idée générale de votre réponse. Si on vous demande à l'aide du document et de vos connaissances, expliquer le rôle de la productivité générale des facteurs dans la croissance économique, vous allez dire la productivité générale des facteurs joue un rôle important dans la croissance économique. Et après, vous allez développer votre réponse. Après avoir affirmé, présenté l'idée générale que vous allez présenter dans votre réponse, vous allez devoir expliquer en n'oubliant pas de définir une notion importante. D'ailleurs, de façon générale, dans ce type de questions, il faut plutôt donner la priorité au cours. C'est vraiment plus une question de cours qu'on illustre avec le document qu'une étude de document qu'on expliquerait à l'aide du cours, contrairement par exemple à ce qu'on peut faire en histoire-géographie. Le document est là pour illustrer, pour donner un exemple au cours, et on n'est pas dans une situation où le cours serait là pour expliquer le document. Donc, vous allez présenter votre idée générale, vous allez ensuite finalement répondre à la question comme si c'était une question de mobilisation des connaissances, en développant notamment vos connaissances de cours et comme je dis, en n'oubliant pas de définir les notions importantes. Enfin, n'oubliez pas d'utiliser le document. Même si la priorité est donnée au cours, c'est une question où il faut lier le document et le cours. Par conséquent, si vous n'utilisez pas le document, si vous répondez à cette question uniquement comme si c'était une question de cours, vous allez inévitablement perdre des points. Et quand vous utilisez le document, faites donc attention à présenter les données correctement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en reformulant notamment les données qui sont présentées. Voilà, une fois que vous avez répondu à ces trois questions, la question de mobilisation des connaissances sur 4 points, la question uniquement sur le document sur 2 points, et enfin la question qui vous invite à lier vos connaissances de cours et le document sur 4 points, vous avez réalisé la première moitié de l'épreuve proposée sur un total de 10 points. Il vous reste ensuite à faire le raisonnement sur dossier documentaire. Mais qu'il serait erroné de qualifier le raisonnement sur dossier documentaire de mini-dissertation. La méthodologie est assez similaire entre les deux épreuves pour que je traite cela dans la même vidéo, une vidéo que je ferai ultérieurement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.